Ça, tu sais que c'est passionnant. Très peu de gens savent que dans une cellule de recrutement, tu as des gens qui sont nommés pour réfléchir à des questions hyper précises. Bien sûr, mais moi, dans tous les clubs par lesquels je suis passé, j'étais en contact avec les supporters, ne serait-ce que pour savoir quel genre de profil quel genre de profil ils aiment. Juste parce que c'est important de comprendre la culture du club dans lequel tu es. Un joueur qui est à Marseille, il va pas forcément réussir à Reims et vice-versa. Et surtout, il ne va pas être apprécié de la même manière dans la club pour telle qualité, même pour telle défaut. Justement, j'interviens dessus parce que pour avoir lu ces pages-là, c'est là que tu interviens sur tel joueur face à tel contexte. Exactement. Le recruteur. Parce qu'on demande quel club, on dit souvent quel joueur il faut pour le club. Exactement. Et toi, tu dis, et c'est un truc évidemment capital, c'est marrant parce qu'il y avait des trucs, on avait l'impression de voir se sentir visé, parce que tu dis, les gens au micro te disent ce mec est une banane, ce mec est nul. Non, mais je dis juste que c'est pas la même fonction. Ça veut dire qu'effectivement, un recruteur, il peut voir un joueur, il fait un match pourri, il fait un match désastreux, mais il peut dire c'est ce joueur qu'il faut pour mon club. C'est ça en fait, c'est que il y a un paradigme pour le recruteur qui est différent de la performance. La performance, c'est pas forcément ce que le recruteur va analyser. C'est intéressant parce que même pour nous dans l'observation, je te laisserai continuer, mais dans l'observation, c'est important de voir. Je te prends un exemple au hasard, vraiment, parce que tu en donnes aussi qui sont intéressants. Mais tu vois, Mama Baldé, 3, qui arrive à Lyon. Ce qu'il fait au début à Lyon, si un gars vient l'observer à partir de là, il va dire mais qu'est-ce que c'est que ce joueur ? Alors que tu ne peux pas obérer tout ce qu'il a fait et là où tu l'as vu faire ce qu'il a fait à 3 et ce qu'il va faire après. Le contexte parce que comme tu le dis à un moment donné, par qui même mieux, schéma, comment l'entraîneur va te parler ou pas. Non, mais là tu parles que foot et Enzo il parle aussi dans le bouquin. Un truc perso, un problème d'environnement, un machin qui vient perturber ça. Est-ce que vous avez des fiches de cet ordre-là ? En enquête. Quand tu es recruteur, pour savoir, ce joueur, on m'a dit, j'ai appelé un tel qui n'arrête pas de sortir, c'est un mec qui fait le con, c'est un mec... Sûr. On enquête en fait. Ça c'est la base. Mais déjà même sur le terrain, on s'intéresse, c'est pour ça d'ailleurs que c'est très important d'être sur le terrain, lorsqu'on voit les matchs, on essaie de voir les signaux non verbaux. Comment il réagit avec les coéquipiers, s'il est capitaine, est-ce qu'il est écouté ? Parce que parfois, moi j'ai vu des capitaines qui ont le brassard, ils parlent, mais tu vois que le coéquipier il se retourne, il n'entend pas, il est pas attentif. Ou alors même tout simplement des joueurs qui vont pester contre le joueur parce qu'il n'a pas fait la passe, alors que c'est pas le bon choix. Les fameux bras en l'air de Cherki. Après, je veux pas viser des joueurs en particulier, mais tu as raison. C'est Laurent Blanc lui-même qui disait qu'il fallait qu'il cesse de faire ça. Non, mais tu as parfaitement raison, Florent, c'est qu'il y a des joueurs qui, dans les signaux non verbaux, vont amener des signaux négatifs que déjà tu le sens, déjà tu vas invalider en tant que recruteur le caractère du joueur. Tu lui dis ça va pas coller chez toi parce que chez toi tu as un vestiaire où, je prends l'exemple de Reims, tu vois, où tout le monde joue pour pouvoir être valorisé et mis en avant, et c'est un club plutôt paisible, tu vois, dans l'environnement. Si tu amènes un mec qui commence à lever les bras alors que tu lui fais pas la passe, alors qu'en vrai le jeu c'est de jouer au second poteau, le jeu au premier, ça va pas coller. Donc du coup, tu notes ça, tu peux déjà mettre une croix rouge sur un joueur juste en voyant les signaux non verbaux, le mental qui transparaît du joueur. Quelle est la formation finalement du recruteur ? Il faut qu'il connaisse le foot, mais comment on dit tu connais le foot au point de savoir tel joueur, son développement, il a 20 ans, à 23 ans, il sera meilleur. C'est compliqué, mine de rien. C'est tout le problème. C'est d'ailleurs, moi, j'ai une carrière ridicule dans le football, j'ai joué en R3 au maximum. C'est ce qui a fait ma chance, parce que justement, il n'y a pas de diplôme pour être recruteur. Donc, déjà, ça a fait ma chance parce que j'ai pu gravir les échelons en tant que non-ancien professionnel, et parce que je ne peux pas passer des diplômes parce qu'il n'y en a pas. Et c'est aussi le problème, parce que du coup, c'est aussi ce qui contribue à faire du recruteur l'image du mec ouais, t'as l'œil toi. Mais non, un recruteur, ça a une méthodologie, ça voit beaucoup de choses, ça doit prendre tous les facteurs de performance. Mais il y a la légende de j'ai l'œil. Bah oui, mais c'est une légende qu'il faut absolument déconstruire parce que c'est complètement... Et d'autant que tu dis dans le bouquin, à un moment donné, la théorie des 1000 minutes. Ouais. C'est que, évidemment, tu vois un joueur, en gros, l'équivalent de 1000 minutes, tu peux combien ça fait de matchs, tu le dis, une douzaine de matchs. Une douzaine de matchs, Mais ce qui est intéressant, pour donner un exemple qui est super sur un défenseur central que vous n'avez pas recruté finalement, je crois, à Reims. On peut en parler, hein, si tu veux. Ouais, qui était en finale de la Ligue Europa hier. Tu as raison. Edmond Tapsoba, ouais. Tapsoba, pardon. Edmond Tapsoba qui a fait la finale. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant,
intéressant, ce qui m'intéressait, c'est que tu l'avais vu, vous l'aviez repéré plusieurs fois, et vous vouliez le voir dans un contexte précis qui était un gros match contre une grosse équipe, parce que tu t'es aperçu qu'il y a certains joueurs qui font 8 matchs très bons contre plein d'équipes différentes, mais qui ont du mal dans les matchs à forte pression et autres. Et donc, c'est ça que tu expliquais sur les 1000 minutes. Oui, parce que en fait, Tapsoba, il performe bien avec la réserve de Guimarães. Après, il est promu en équipe première, il fait un début de saison canon, et il a eu un seul gros match en championnat du Portugal, c'était contre Porto. Et qu'est-ce qu'il fait sur ce gros match? Expulsion première minute. Ah, merde. Donc du coup, tu te dis, à Reims, surtout à l'époque David Guillon, on était une équipe qui était réputée pour être fort contre les forts et faible contre les faibles. Donc au final, ça faisait notre pain d'avoir un joueur qui était performant dans les gros matchs. Donc il fallait à tout prix, puisque c'était devenu une possibilité, il fallait à tout prix l'observer à deux, parce que j'étais avec mon collègue Wassil, que je salue d'ailleurs. Attention maximale sur Tapsoba. On va voir un match où il y a 22 acteurs, et on n'y va que pour Tapsoba. Pourquoi ? Parce qu'on devait justement voir comment il allait gérer un match. Contre Benfica, c'est ça ? Contre Benfica, exactement. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des matchs à très grosse intensité au Portugal. Il y en a 3, plus 6 dans les deux. Donc du coup, au final, c'était extrêmement important, surtout quand tu es Guimarães, qui est un peu, avec Braga, l'équipe qui se bat pour les places en Europe. C'était très important de le constater sur ce match-là. Et donc, c'est là que tu te poses la question, quel joueur pour quel club ? Justement, est-ce que Tapsoba répondait à ce moment-là à l'adversité d'une grande pression ? Oui, mais est-ce qu'il aussi rentrait avec nos joueurs, parce qu'il fallait l'imaginer avec Abdelhamid, avec Younis ? Là aussi, oui, mais de manière différente. Complémentarité. Exactement, complémentarité. Parce que il faut bosser aussi là-dessus, sur la complémentarité. En l'occurrence, juste pour la petite histoire, il a fait un très gros match dans le fameux contre Benfica, et après vous l'avez pas pris pour d'autres raisons. Pour du recruteur, moi souvent quand je rencontre des recruteurs sur les stades, il dit lui de toute façon je l'avais vu, mais comme d'hab, le club m'a pas écouté. Ça, c'est un classique. Tout le temps, les recruteurs, t'entends tout le temps ça. Non, là, ce qui est vrai aussi, c'est que j'ai beaucoup plus d'histoires de joueurs qu'on n'a jamais pu signer et qui derrière cartonnent que d'histoires de joueurs qu'on a signés et qui cartonnent. Parce que... Mais puis déjà, les recruteurs, moi c'est ce que je dis un peu dans le bouquin, les recruteurs qui ramènent tout à eux, je me méfie un peu. Parce que, comme tu l'as très bien dit Daniel, en fait, une cellule qui travaille bien, c'est une cellule qui se concerte. Une cellule qui se recoupe. Parce que un recruteur il est tout le temps dans le doute, en fait, il doit tout le temps se remettre en question. Et lorsqu'il voit un joueur, il va demander à son collègue, tu peux voir un peu. Il m'est arrivé d'ailleurs, il y a un joueur, j'en parle aussi dans le bouquin, j'avais ultra validé, etc. Tout l'été et jusqu'à l'automne, magnifique et tout. Je mets les notes maximales pour Reims, et tout, etc. Quand justement on croise l'information avec mon collègue, il fait un rapport beaucoup moins fort. Et moi, du coup, j'avais arrêté de suivre parce que j'étais sur d'autres priorités. Et lorsque j'ai revu les matchs, et surtout et même les stats d'ailleurs qui correspondaient avec les matchs lorsque j'ai tout croisé, je dis effectivement, en fait, le joueur, en fait, il a un creux en hiver parce qu'il est cuit, en fait. Il est cuit. Donc, effectivement, les 3 premiers mois, ça s'est bien passé, mais il a une baisse de rythme complète. Il peut pas tenir une saison entière. Vous l'avez pris ? Non, on l'a pas pris. Et il a fait carrière, ce joueur, on sait où il est, c'est qui ? Le joueur, c'est Adam Maher, on peut en parler, il n'y a pas de souci. C'était un ancien international hollandais d'origine marocaine qui aujourd'hui il est en Arabie Saoudite, je crois, et il joue pas beaucoup. Mais donc justement, il y avait ce côté physique qui collait pas sur le long d'une saison.